Deuxième partie, les traditions classiques des fondements du droit et de la jurisprudence. Usul al-fiqh. Nous le disions dans la première partie, il nous apparaît que c'est au niveau de la catégorisation et de la géographie des fondements et des sources du droit et de la jurisprudence islamique que se situe le défi majeur pour la conscience musulmane contemporaine. Il ne s'agit certes pas de minimiser l'importance du travail sur la pertinence et l'interprétation des textes de référence, ni le caractère central de l'approche renouvelée du fiqh appliquée aux nouvelles circonstances de la vie, mais, comme nous l'avons relevé, ce travail, s'il n'est pas accompagné d'une réflexion profonde et d'un rééquilibrage au niveau des sources premières, mène à des limites qu'il nous paraît avoir atteintes aujourd'hui. Il est donc impératif de nous concentrer sur les fondements du droit et de la jurisprudence, leur élaboration historique, puis leur catégorisation en termes de normes classiques de référence. À l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, la révélation s'élaborait à travers le temps et les circonstances, et le messager en était le premier interprète et le premier praticien. Le texte révélé était à la fois une réponse directe à des besoins et à des événements, et il établissait dans le même temps une orientation à suivre, une voie, le sens premier de ash-shari'a, pour l'histoire au-delà de l'histoire singulière qui lui avait donné sens à sa naissance. Après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, les compagnons vivant dans la proximité de la révélation et étant dans l'entourage immédiat du prophète, s'inspiraient de son exemple pour interpréter et appliquer les versets, la sunna. Leur méthodologie était fondée sur l'imitation du prophète ou le raisonnement par analogie, rendu aisé par le fait qu'ils vivaient à la même époque et dans le même environnement. Les musulmans de la génération suivante, tabi'un, vont essentiellement suivre la même méthode. Mais s'ils vivaient dans d'autres villes, ils s'inspiraient de l'exemple prophétique et tâchaient de lui rester fidèles dans le fond, la forme et l'esprit. Ils n'éprouvaient pas le besoin de se référer à une méthodologie précise ou d'établir une catégorisation particulière. Encore une fois, la proximité du temps et la similarité des environnements permettaient une fidélité dont ils doutaient peu. Avec le temps, néanmoins, les choses changèrent et l'éloignement donna naissance à une diversité d'approches qui faisait craindre pour l'essence du message et la cohérence de son application. De plus en plus de savants étaient préoccupés par la multiplication des interprétations et des applications proposées qui risquaient de mener de la diversité originellement acceptée au chaos quant aux normes retenues. Chapitre 3. L'imam Shafi'i, l'approche déductive. C'est dans ce contexte que Muhammad ibn Idris al-Shafi'i va établir une première catégorisation des sources islamiques, et ce, en plusieurs étapes. Son histoire personnelle et les débats dans lesquels il va être engagé sont particulièrement éclairants quant aux motivations et au contenu de sa pensée et de sa production juridique. Tension et confusion. Probablement né à Gaza en Palestine, Shafi'i arrive à la Mecque vers l'âge de 10 ans et vit avec sa mère dans de très pauvres conditions. À cette époque, les deux principaux centres de la pensée juridique islamique sont l'Irak, avec les villes de Koufa et Basra, et le Hijaz, avec la Mecque et Médine. Les savants d'Irak, sous l'influence de l'imam Abu Hanifa,
était connu pour suivre l'école de l'opinion Al-Ahl al-Ray, alors que ceux du Hijaz, sous l'autorité de l'imam Malik ibn Anas, suivaient l'école de la tradition Ahl al-Hadith. Vivant dans le berceau même de l'islam, à Médine et à la Mecque, ces derniers se présentaient comme des garde-fous vis-à-vis de ce qu'ils considéraient comme des excès de la part des savants d'Irak, qui leur semblaient faire un usage immodéré du raisonnement par analogie, ou du raisonnement critique et autonome à partir et au-delà des textes, al-ijtihad. Ainsi, Malik ibn Anas insiste sur la supériorité du Coran sur toute autre source légale, immédiatement suivie de la tradition prophétique et celle de ses compagnons vivant à Médine ou à la Mecque. Critique vis-à-vis des juristes de l'école hanafite, trop portés à négliger la tradition à son goût, Malik met beaucoup l'accent sur l'impératif méthodologique de se plier à l'exemple du prophète et aux pratiques des compagnons, qui furent forcément mieux à même de comprendre et d'interpréter le sens des versets juridiques et de les appliquer fidèlement. Shafi'i sera l'élève de Malik pendant près de 10 ans à Médine et étudiera l'œuvre centrale de son maître, El-Muwatta, qu'il finira par connaître par cœur. Il suivra les traces de son maître et se présentera très vite en gardien de la tradition vis-à-vis des partisans de l'opinion et de l'approche critique. À la mort de Malik ibn Anas, Shafi'i quitte Médine pour se rendre en Irak, au centre même des Ahl al-Ray auxquels il s'était opposé depuis le Hijaz. À Bagdad, il fait la connaissance d'un des plus fameux disciples d'Abu Hanifa, Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, avec lequel s'instaure un débat intense et vif. Shafi'i critique l'approche d'Abu Hanifa, de Shaybani et de leurs disciples, et ces derniers s'en plaignent. Shafi'i doit bientôt quitter l'Irak sous la pression de ses oppositions et du rejet qu'il subit. C'est sans doute pendant ce séjour en Irak qu'il écrit la première version de son ouvrage communément connu sous le titre Al-Risala fi Usul al-Fiqh. Shafi'i éprouve le besoin de répondre à ces critiques en fixant un cadre, des règles et une méthodologie concernant la compréhension et l'interprétation du Coran et des traditions prophétiques. Il comprend que la source des divergences se situe au-delà des opinions juridiques proprement dites et qu'elle est directement liée à la façon d'approcher les textes fondamentaux pour en extraire des règles et des pratiques. Istinbat al-ahkam wal-qawa'id. Sa réponse aux partisans de l'opinion se concrétise par l'élaboration des principes premiers des fondements du droit et de la jurisprudence islamique usul al-fiqh, et celle-ci sera très influencée par les débats et les controverses de son époque. En disciple de Malik résistant aux critiques des partisans de l'école hanafite, Shafi'i détermine les sources premières du droit islamique en cherchant à fixer un cadre clair. Toutefois, ces années passées en compagnie des partisans de l'opinion, offrant une grande place au raisonnement par analogie et à la lecture critique des sources scripturaires, vont avoir un impact déterminant sur l'évolution de la pensée de l'imam Shafi'i. Plus tard, lorsqu'il s'établira en Égypte, il reconsidérera ses positions et écrira une seconde version de la Risala, qui est d'ailleurs la seule qui nous soit intégralement parvenue. Après cette première opposition en Irak, Shafi'i quitte effectivement l'Irak et retourne pendant quelques années à la Mecque. Il y rencontre Ahmad ibn Hanbal, qui deviendra son élève et avec lequel des divergences de vues apparaissent très vite. Son séjour en Irak semble avoir déjà eu effet sur l'imam Shafi'i, qui, selon Ibn Abi Hatim al-Razi, semble moins strict sur la référence presque exclusive au texte et à la tradition.
Il quitte une nouvelle fois la Mecque et se rend à nouveau à Bagdad, où il reste 4 ans. En 814, le calife El-Ma'moun établit son autorité sur Bagdad et décide que la doctrine de l'école traditionnaliste mu'tazilite est la doctrine officielle. La pression, puis la rapide répression qui s'abat sur les savants musulmans qui ne partagent pas l'approche rationaliste, semble expliquer le départ de Chafiri vers l'Égypte. Il s'y établit et y vivra jusqu'à sa mort. C'est donc au Caire qu'il écrit la seconde version d'Al-Risala. Celle-ci semble être une nouvelle œuvre d'un savant soucieux, au cœur des tensions et de la confusion qui l'entourent, de fixer des principes clairs de l'approche des textes et d'offrir à ses contemporains une méthodologie tenant compte de la diversité des vues auxquelles il a été exposé durant son existence. L'imam Chafiri occupe en effet une place privilégiée dans la géographie et la chronologie des écoles juridiques. Élève de Malik, contemporain de Shaybani et maître d'Ahmad ibn Hanbal, il était le mieux à même d'établir une sorte de synthèse qui ne soit pas simplement la réaction d'un courant de pensée vis-à-vis de l'autre. Sa deuxième œuvre est plus englobante, même s'il est clair qu'elle est influencée par l'atmosphère d'une époque avec ses tensions incessantes et la crainte pour le savant de voir surgir des interprétations nouvelles ne respectant aucune des contraintes objectives du texte ou de l'exemple prophétique. Dans l'ordre de l'étude du droit, Al-Chafiri tente donc de répondre à un manque de plus en plus flagrant d'un cadre général ou d'une synthèse permettant aux savants juristes de rester fidèles aux sources et d'harmoniser leurs travaux sans refuser la diversité naturelle de leurs approches juridiques. Déduire des sources, méthodologie et hiérarchisation. L'imam Chafiri avait défini le droit et la jurisprudence islamique d'une façon synthétique. Cette définition a traversé les siècles et est devenue une référence parmi les spécialistes au-delà des différentes écoles juridiques. Le fiqh, selon lui, c'est la connaissance des règles révélées du droit islamique liées à l'action humaine et extraites des sources scripturaires spécifiques. Dès l'origine, suivant l'exemple du prophète et des compagnons, les musulmans s'attellent à extraire des sources scripturaires du Coran et des traditions prophétiques des règles et des prescriptions qui leur permettent de réguler leurs actions dans leurs sociétés respectives, d'abord à Médine, puis dans le Hijaz, puis enfin sur toute l'étendue du monde musulman après sa rapide expansion. Cet exercice était naturel, nécessaire et impératif pour les musulmans voulant rester fidèles à la révélation, tout en faisant face à de nouveaux environnements, à de nouvelles réalités et cultures. Nous avons vu plus haut que le prophète alayhi salatu wassalam, envoyant son compagnon Mu'adh ibn Jabal au Yémen, avait indiqué la nécessité et l'esprit de ce travail continu d'élaboration juridique. De fait, les compagnons puis les savants n'avaient eu aucun problème à reconnaître la nécessité de ce travail critique d'élaboration juridique, et ils s'y engagèrent presque naturellement. Ce qui interpelle Chafiri au cours de ses pérégrinations et des multiples débats dans lesquels il est engagé, tantôt avec Malik et les Malikites, tantôt avec les Hanafites ou Ahmad ibn Hanbal en personne, se situe au-delà de la production du droit et de la jurisprudence. Comme ses interlocuteurs, il n'est pas opposé au principe de l'extraction des règles au moyen de la lecture critique, qui lui paraît intrinsèque à la pratique du fiqh, mais il perçoit un problème grandissant dans l'absence de principe d'extraction, d'une claire méthodologie au sujet de la lecture des sources scripturaires proprement dites.
Convaincu de la nécessité des lectures critiques du droit et de la jurisprudence, les débats qui divisent les savants le persuadent qu'il est impératif de fixer un cadre, des fondements, au sens d'une méthodologie et de règles, au-delà de ces lectures critiques. Il s'agit pour lui de proposer une méthodologie régulant l'extraction des règles, déterminant des typologies et les différents niveaux d'expression sémantique en même temps qu'une catégorisation des règles, et des injonctions en tenant compte de leur mode d'exposition et de leur contenu. C'est la naissance d'une science nouvelle et fondamentale. Usul al-fiqh, les fondements du droit et de la jurisprudence. Et l'œuvre magistrale de Shafi'i marque un tournant décisif dans l'histoire du droit islamique. Pour ce faire, Shafi'i revient aux sources scripturaires premières, le Coran, et les traditions prophétiques, la Sunna, et établit des catégories entre les sources elles-mêmes, puis à l'intérieur même des sources respectives, en distinguant les différents niveaux d'énonciation, en tenant également compte de la portée et également de la clarté dans l'exposé des règles. Dès le 2e chapitre de sa Risala, il s'intéresse au concept de bayyan, qui littéralement peut signifier l'exposé, la substance de ce qui est communiqué, ou encore la clarification de la substance de l'exposé. Et il relève ainsi que ce terme est générique et peut avoir plusieurs sens. Il établit d'emblée une première catégorisation, en distinguant 5 niveaux d'exposition, qui renvoient tous à la fois à la différence d'importance des injonctions et à la spécificité de leurs sources. Coran, Coran et Sunna, Sunna, sans entrer dans les détails, ce qui nous éloignerait de l'objet de notre discussion. On comprend d'emblée le souci de Shafi'i. Il s'agit de déduire des sources scripturaires comme dans l'importance et le caractère décisif de l'exposé des règles. Un cadre, une grille de lecture qui va lui permettre de proposer une sorte de typologie des ordres du droit, dont nous trouvons d'ailleurs les prémices dans le chapitre qui suit, et qui s'intéresse aux différents niveaux de la connaissance juridique islamique. La démarche se veut donc clairement déductive, puisqu'elle se fixe d'abord sur les textes fondamentaux, en ne s'intéressant pas aux productions particulières du droit et de la jurisprudence, et établit les premières catégorisations fondamentales des modalités de lecture et des textes. C'est sur le chapitre traitant du Coran proprement dit que Shafi'i va proposer une approche innovatrice saluée plus tard par les savants de toutes les écoles de droit, parce qu'elle distinguait d'une part les modes d'expression, du général et du particulier, et d'autre part la substance de l'énoncé, explicite ou implicite. Cette approche était de nature à établir les contours d'une méthodologie s'appuyant sur une double distinction des niveaux d'énonciation et de la nature, et souvent la cause de l'énoncé proprement dit. Shafi'i distingue d'abord le général du particulier dans le texte coranique, puis établit pour le premier genre, le général, des sous-catégories concernant soit le contexte d'énonciation, soit le caractère implicite du sens, soit encore la relation nécessaire à la tradition prophétique quant à la compréhension. Pour chacune des catégories, il s'appuie sur des versets et prouve le bien fondé de son approche en exposant les types d'interprétations possibles des versets en question. Il complète ses réflexions par une étude sur la nécessité de s'appuyer sur la tradition prophétique. Il définit ainsi sa position au cœur des débats qui ont opposé les Ahl al-Hadith et les Ahl al-Ray, et sur les modalités de son usage en relation avec la source première qu'est le Coran. Le cadre général et la typologie fondamentale sont ainsi posés,
et cela permet à Shafiri de poursuivre son entreprise d'extraction et de catégorisation des principes. Au cœur des débats intenses de son époque, face aux critiques dont il fut l'objet et porté par le souci d'offrir une synthèse des fondements du droit et de la jurisprudence, Shafiri s'est essentiellement concentré sur les deux sources scripturaires fondamentales autour desquelles il existe un consensus clair. Il alloue moins de place à la discussion des sources secondaires que sont l'ijma', le consensus, et le qiyas, raisonnement par analogie. Le procédé est cohérent et logique, car ce n'est qu'après avoir élaboré la méthodologie et fixé les typologies et les catégories d'énonciation qu'il devient possible d'aborder la question des situations inédites sur lesquelles les textes restent silencieux. Si les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et les fuqaha, les juristes, ont, dès l'origine, comme nous l'avons vu, accepté le principe de l'interprétation des sources scripturaires et du raisonnement critique et autonome en leur absence, il n'en demeure pas moins que le projet de fixer en amont un cadre et une méthodologie à l'exercice d'interprétation critique était forcément sensible et particulièrement périlleux puisqu'il s'agissait de fixer le cadre de la légitimité et de l'autorité légale au-delà de l'autorité unanimement acceptée des textes. Texte, contexte et sources secondaires. Ijtihad, ijma', qiyas. Nous avons vu que l'objectif premier de Shafiri était de fixer un cadre et une méthodologie dans l'approche des textes qui sont l'objet premier de son étude. Au cours de l'analyse, nous avons pu également voir qu'il renvoyait souvent au contexte quand celui-ci était nécessaire ou simplement permettait une meilleure compréhension des textes étudiés. Ainsi, certains versets sont liés à des histoires particulières, comme quand il est fait mention d'une situation singulière. Shafiri cite le verset « Questionne-les au sujet de la ville qui se trouve au bord de la mer » et indique que la mention ultérieure des habitants qui ont transgressé le Shabbat permet contextuellement de comprendre que la référence première à la ville qui se trouvait au bord de la mer concerne en fait ses habitants. Ici, différents éléments du texte déterminent un contexte d'énonciation qui permet d'extraire le vrai sens d'un ou des différents éléments du texte en présence. Shafiri établit également ce principe avec les traditions prophétiques. Les textes, les contextes d'énonciation, mais également les situations humaines particulières peuvent éclairer d'un jour nouveau certains textes ouverts à l'interprétation. Et le contexte humain est ainsi explicitement ou implicitement convoqué dans le travail d'interprétation. La particularité des sources secondaires tient en fait que la justification même de leur existence est liée à l'environnement social et culturel nouveau, qui demande de légiférer plus loin que ce qui est offert par les sources scripturaires de référence. Le passage de Médine au Yémen, par exemple, ou la rencontre de spécificités culturelles plus marquées, ou encore la simple évolution de l'histoire, impose aux savants une lecture critique des textes, à la lumière du contexte humain, pour pouvoir rester fidèles au texte et à leur esprit au moment de s'intégrer et de s'appliquer à la nouvelle réalité. Shafiri a beaucoup évolué dans son rapport à la notion d'ijma', consensus. Dans un premier temps, dans la proximité de Malik, il circonscrivait sa portée aux savants de Médine et du Hijaz, mais dans sa dernière œuvre, Al-Risala, il insiste sur l'ijma' de la communauté entière. Cette ouverture pourrait en fait se traduire paradoxalement comme une limitation de l'exercice du consensus parmi les savants, tant il est vrai que le consensus de la communauté est une impossibilité pratique et ne pourrait se réaliser qu'autour des principes premiers et fondateurs de l'islam, à propos desquels un consensus est acquis de fait,
et serait donc tautologique et inutile. Cette approche, plutôt restrictive dans les faits, se confirme lorsque l'on considère la prudence de Shafiri par rapport au raisonnement critique et autonome, ijtihad, qu'il réduit pour ainsi dire au raisonnement par analogie, qiyas. On doit se souvenir que l'intention première de Shafiri est de défendre la préséance des textes et d'offrir une grille de lecture qui sécurise la fidélité à leur contenu. L'insistance sur le raisonnement par analogie entre très exactement dans le cadre de son projet. Certes, l'environnement questionne le savant sur son interprétation des textes, mais celui-ci se doit de revenir au texte, de déterminer la raison d'être, il est, de la prescription révélée à partir de son contexte d'énonciation, voire son contexte humain, et de prolonger la réflexion pour l'adapter au nouvel environnement ou à la nouvelle situation. Ainsi, le raisonnement critique du savant est cadré et protégé. Les textes permettent de penser le nouveau réel essentiellement par analogie à une ancienne prescription. Le cadre du texte s'impose comme la référence et la norme. Shafiri est prudent et son exposé demeure très succinct sur ces questions fondamentales. Il reste qu'il reconnaît la nécessité de l'ijtihad après avoir considéré que le contexte, d'une façon ou d'une autre, ne pouvait ne pas être convoqué dans la compréhension des sources scripturaires. Son approche déductive a le mérite de préciser les catégories et de sécuriser de façon considérable le champ ouvert à l'investigation du savant. La méthodologie et les principes d'extraction ont, de fait, été fixés en déterminant les sources fondamentales du droit, le Coran, les traditions prophétiques, l'ijma' au sens large de la communauté et l'ijtihad dans le sens plus circonscrit du qiyas. L'environnement religieux, politique et historique qui entoure Shafiri nous permet de comprendre ses priorités et la nature de son approche. En revenant au fondement du droit et de la jurisprudence, usul al-fiqh, il replace le Coran au centre des débats et surtout la tradition prophétique. La méthode déductive qui guide son entreprise met systématiquement en évidence la centralité des textes et définit les catégories de l'énonciation. Il s'agit bien, nous l'avons dit, d'une grille de lecture permettant la fidèle extraction, istinbat, des principes, des règles et des prescriptions islamiques. Le contexte humain est partout présent et nécessaire dans l'exposé de la méthode, mais il demeure une référence secondaire. Au demeurant, le contexte est moins une référence qu'un éclairage, un révélateur et souvent un miroir. Le savant, le juriste, spécialisé dans l'étude des textes, l'étudie dans la mesure où il révèle un aspect du texte ou met en lumière le texte, comme ses silences, de façon particulière. L'environnement n'est pas une source des fondements du droit, mais tous les fondements textuels sont en relation avec le contexte social, humain et historique pour s'imposer à lui, l'expliquer ou orienter l'application des principes et des règles.